Beaucoup de gens disent qu'il a enfin été prouvé de façon définitive que le film de Bigfoot de Patterson-Gimlin était un canular, grâce à un documentaire récemment sorti. Mais les preuves et les détails montrent qu'ils ont tort. Et je vais vous montrer exactement pourquoi. Je ne peux pas expliquer ce que je vais vous dire, mais je suis au courant d'une séquence vidéo qui a refait surface. Elle n'a jamais été montrée au public. Personne n'est au courant à part quelques chercheurs comme moi. Parce que les personnes qui possèdent la séquence nous demandaient notre avis à son sujet. Nous ne pouvons rien dire tant qu'ils n'ont pas publié officiellement le film final sur lequel ils travaillent. Cela ne change pas la conclusion qu'il s'agit de PG épisorial, mais cela ajoute une nouvelle dimension à la discussion qui va vraiment surprendre beaucoup de gens et provoquer de nombreux débats et controverses. Si vous êtes connecté au monde du Bigfoot d'une manière ou d'une autre, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de ce nouveau documentaire intitulé Capturing Bigfoot. Il n'a pas encore été rendu public, mais il y a beaucoup de rumeurs et d'articles de presse qui semblent très accablants qui circulent en ligne, affirmant que les affirmations et les preuves présentées dans ce documentaire constituent le dernier clou dans le cercueil du pauvre vieux film Patterson-Gimlin. C'est plutôt effrayant si vous êtes un adepte de Bigfoot et un passionné du film Patterson-Gimlin. Du moins, cela semble effrayant d'après la réaction de beaucoup de gens. Maintenant, pour être totalement transparent, je n'ai pas encore vu le documentaire moi-même. Il n'est pas accessible au public. Il n'a été projeté que lors de quelques séances jusqu'à présent. Mais j'ai des informations internes très détaillées provenant de plusieurs personnes qui l'ont non seulement vu elles-mêmes, mais qui m'en ont aussi fait un compte-rendu. Mais aussi, dans un cas, d'un gars qui apparaît réellement dans le documentaire et qui a également vu les preuves qui y sont présentées. Après de longues et détaillées conversations avec ces personnes qui me fournissent ces informations internes, je pense avoir une compréhension très approfondie de tout ce que présente ce documentaire, qui tend à prouver que le film Patterson-Gimlin est une supercherie. Et au final, d'après ma compréhension actuelle, ces preuves, ces affirmations de supercherie, elles ne tiennent pas la route logiquement quand on va vraiment au fond des choses. Comme je l'ai dit, je vais vous montrer ce que je veux dire, mais d'abord nous devons passer en revue, point par point, toutes les affirmations faites dans ce nouveau film et pourquoi ils disent que le film Patterson-Gimlin doit être un canular. J'essaye de filmer ici, espèce de rigolo. Petite interruption ici les gars, parce que Luna veut vraiment que vous vous abonniez. Ça lui ferait vraiment plaisir si ce n'est pas déjà fait. Comme je l'ai laissé entendre, je vois énormément d'affirmations qui sont répétées encore et encore, partout sur Internet. Je viens tout juste de sortir de la première de Capturing Sasquatch et ça montre sans aucun doute que la vidéo de Patterson-Gimlin est une supercherie. Si le phénomène Bigfoot vous intéresse, vous avez sans doute déjà vu beaucoup de ces affirmations. Peut-être que vous faites même partie de ces passionnés de Bigfoot qui ont complètement adhéré à ces affirmations générales simplement parce qu'elles ont été répétées si souvent. Peut-être ignorez-vous encore quelles affirmations sont présentées dans ce documentaire. Permettez-moi d'éclaircir ce point d'abord, parce que toutes les affirmations que je vois, eh bien, elles sont répétées avec beaucoup d'assurance, mais sans suffisamment de fond pour réellement les étayer. Mais cela dit, permettez-moi de commencer rapidement en disant que si je me trompe à ce sujet, si en regardant le documentaire moi-même, il y a quelque chose qui prouve réellement que le film était un canular, je serais heureux de l'admettre. Je n'ai pas d'intérêt émotionnel dans cette histoire, contrairement à beaucoup de passionnés de Bigfoot, on dirait. Je serais plus qu'heureux d'admettre que je me suis trompé toutes les fois où j'ai affirmé que le film devait être authentique en me basant sur les preuves disponibles. Si l'on me prouve que j'ai tort, c'est en fait une bonne chose, car cela signifie que la vérité progresse dans ce processus de découverte. Et cela n'a certainement aucune incidence sur la réalité du Sasquatch. Alors, que prétend vraiment ce documentaire Capturing Bigfoot à propos du film Patterson-Gimlin? Résumé de la revendication. La première affirmation, la plus sérieuse et potentiellement accablante, est que de nouvelles images, jamais vues auparavant, ont été découvertes. Tournée par Roger Patterson, elle montrerait une répétition générale de la célèbre marche de Patty. Un homme portant le costume de Patty, selon les informations, dans un endroit différent, pas à Bluff Creek. Et voici la partie vraiment pertinente. L'affirmation est que ces images ont été tournées en 1966, l'année avant le tournage du film Patterson-Gimlin en 1967.
Ils disent que le mouvement du sujet dans ce film nouvellement découvert et le costume lui-même sont identiques à Patty. Mais encore une fois, il a été tourné 1 an plus tôt. Ce qui prouve, selon ce documentaire, que Roger Patterson faisait en gros une répétition générale pour le véritable film Patterson-Gimlin. Donc ça doit être un faux. Et ça semble plutôt convaincant, je vais être honnête. Quand j'ai entendu ça pour la première fois et que je ne m'étais pas vraiment penché sur les faits, ni demandé à mes sources internes, non. Je me préparais mentalement à venir ici et à faire une vidéo pour dire « Désolé les gars, je me suis trompé toutes ces fois où j'ai dit que le film Patterson-Gimlin était réel. Et voici pourquoi. » J'étais prêt à le faire. Et comme je l'ai dit, si l'on me prouve que j'ai tort, je suis toujours prêt à l'admettre. La prochaine affirmation, c'est que les membres de la famille de Roger Patterson disent que le film était faux. Sa veuve, Patricia Patterson, et son fils, Clint Patterson, apparemment tous les deux sont dans ce documentaire en train de dire devant la caméra que le film était un canular. Mais l'affirmation suivante dont j'ai entendu parler m'a encore plus choqué. Si vous êtes impliqué émotionnellement, c'est sans doute encore plus bouleversant. Ils disent que Bob Gimlin, le partenaire de Roger Patterson, qui était là ce jour-là à Bluff Creek en 67, qu'il est devant la caméra dans ce documentaire, admettant après toutes ces années que le film Patterson-Gimlin était un canular. Pouvoir tomber sur l'un d'eux, c'était comme... Oh, mon Dieu, il y en a un... Et elle s'en va. Ensuite, nous avons des experts, dans certains cas des amis personnels à moi, comme feu le docteur Jeff Meldrum, qui expriment des doutes sur l'authenticité de l'ancien film après avoir vu les preuves présentées dans ce documentaire. Le docteur Meldrum, si vous ne le savez pas, a longtemps été un défenseur de l'authenticité du film Patterson-Gimlin, et apparemment il est visiblement bouleversé et ému dans ce documentaire, disant « Eh bien, ça a l'air plutôt mauvais ». Et puis, nous avons ce que j'appellerais des affirmations secondaires, comme l'ancienne histoire de Bob Hieronymus qui est renforcée, ainsi que certaines affirmations tirées du livre classique de Greg Long, qui sont également renforcées, et ce genre de choses. Tout cela est présenté comme étant concluant. Une preuve absolue et irréfutable, sans l'ombre d'un doute, que le film Patterson-Gimlin était un canular, qu'il devait forcément être un canular. Ça ne pouvait être rien d'autre qu'un canular. Alors, examinons ces affirmations et analysons-les une par une. Commençons par l'affirmation principale, la nouvelle séquence vidéo. Encore une fois, l'affirmation vient des médias, des chercheurs sur le Bigfoot et des rares personnes qui ont réellement vu le nouveau documentaire et en ont parlé en ligne, comme ce gars, Eric, qui tient la chaîne YouTube Harryman Road. Il a vraiment l'air d'un gars sympa et authentique, d'ailleurs. Vous devriez jeter un œil à sa chaîne après avoir regardé cette vidéo. Eh bien, ce qu'ils affirment tous à propos de cette nouvelle séquence, c'est qu'elle montre clairement, encore une fois, le même costume, entre guillemets, que celui présenté dans le film original de Patterson-Gimlin. Des marques identiques, disent-ils, un visage identique, des proportions identiques et des mouvements identiques. Et bien sûr, encore une fois, ils disent que cela a été filmé 1 an plus tôt. Donc une preuve absolument accablante. Et si tout ce que je viens d'énumérer est effectivement le cas, alors ils ont raison. Ce serait une preuve accablante. Je serais le premier à l'admettre. Mais le problème, c'est qu'on entend beaucoup de ces affirmations répétées selon lesquelles ces images enterrent définitivement le film Patty, de la part de personnes qui n'ont même pas encore vu les nouvelles images. Je sais que je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai longuement discuté avec des personnes qui l'ont vu, et c'est pour ça que je me sens qualifié pour en parler à un moment donné. Les personnes avec qui j'ai parlé sont bien plus prudentes dans leurs observations que le sceptique moyen à l'égard de Bigfoot, qui a un intérêt émotionnel dans cette affaire et qui a tendance à réagir de façon impulsive. La première personne avec qui j'ai longuement discuté était Bill Mons. Si vous ne le connaissez pas, c'est un vétéran des effets spéciaux d'Hollywood avec des décennies d'expérience, qui a étudié le film Patterson-Gimlin pendant de très nombreuses années, et a même écrit un livre à ce sujet. Honnêtement, il l'a sûrement étudié plus que quiconque au monde. Et il a exposé ses arguments dans son livre, ainsi qu'ailleurs, en expliquant qu'il y a un certain nombre de détails anatomiques très spécifiques visibles dans le film original, qui rendent absolument impossible que ce soit un costume, compte tenu des techniques de fabrication de costumes disponibles à l'époque, en 1967. Et s'il y a bien quelqu'un qui pourrait le savoir, ce serait quelqu'un qui a travaillé à Hollywood dans cette industrie. Encore une fois, pendant des décennies. Mais la discussion que Bill et moi avons eue, elle ne reposait pas seulement sur son expérience ou son opinion. Elle était basée sur des connaissances de première main. Voyez-vous, non seulement Bill a vu ces nouvelles images inédites,
mais il apparaît aussi dans le nouveau documentaire Capturing Bigfoot. Il a été interviewé pendant 5 heures pour ce documentaire et ils lui ont montré les preuves qu'ils allaient en présenter dans le film. Il les a vues et il m'a dit exactement ce qu'il a vu et exactement ce qu'il en pense. En fait, Bill m'en avait parlé bien à l'avance. Il y a presque 6 mois, au moment de cette vidéo, il m'avait dit que ce documentaire avec ces images nouvellement découvertes allait sortir. Il était déjà au courant à l'époque. Il les avait déjà vues. Et il savait que ce n'était pas l'atteinte à l'authenticité du film Patty que tout le monde prétendrait y voir. Je suis lié par un accord de confidentialité, je ne peux pas en dire plus. Mais quelque chose arrive. Eh bien, Dans 6 mois, je ne suis pas sûr. Mais quelque chose arrive et ça va certainement faire parler. Croyez-moi, ça va déferler sur la communauté Bigfoot. Les gens vont en parler. Tous les sceptiques vont s'en emparer et dire oui, ça prouve que c'est faux. Ce n'est pas le cas. alors voici ce qu'il dit réellement à propos de cette nouvelle séquence, cette soi-disant répétition générale du film de Patty. Il dit, je cite, « C'était évidemment un costume dès le premier visionnage et un costume de qualité moyenne, pas vraiment du niveau haut de gamme d'Hollywood. Rien avec des muscles ou des éléments mécaniques, dit-il. C'est intéressant parce que chaque expert qui a examiné le film Patterson-Gimlin sans parti pris dit que si c'était un costume, alors c'est le meilleur costume jamais conçu, non seulement dans les années 1960, mais même jusqu'à aujourd'hui. Et on voit aussi des muscles, une façon de bouger et des détails qu'aucun costume de cette époque n'aurait dû avoir. Bill Munns, après avoir vu les nouvelles images dans ce documentaire, dit que le costume dans cet extrait n'a rien de tout cela, mais cela m'a troublé, car d'autres personnes qui ont vu le documentaire disent que ces images nouvellement découvertes ressemblent exactement au film Patterson-Gimlin. Et Bill Munns dit que ce n'est pas le cas. Je lui ai demandé ce qui se passe. Il n'y a absolument aucun doute. C'est exactement le même costume qui a été filmé dans la séquence de Patterson. À 5%, il est sombre comme dans la séquence de Patterson. Il a des seins comme dans la séquence de Patterson. On peut même voir que la tête a la même forme. La réponse de Bill était essentiellement que la similitude entre le film original de Patty et cette séquence nouvellement découverte ne résidait pas tant dans les deux sujets du film, leur apparence et leur mécanique. C'était dans leur mouvement. Il dit que la personne filmée dans cette séquence récemment découverte a très bien imité les mouvements de Patty dans l'original. Jusqu'au pas, au soulèvement de la jambe droite pour exposer toute la plante du pied, c'était une imitation très précise. Il dit qu'il y a une partie qui est une copie exacte de Cyberchrome 72, ce qui fait référence à une certaine image bien connue du film original de Patty. Donc, en gros, la similarité se résume à la performance, pas à l'anatomie. Et quand on y pense, si la plus grande similarité entre les deux séquences est la façon dont chaque sujet marche, cela implique une imitation, pas que l'une soit à l'origine de l'autre. Qu'en est-il de la chronologie évoquée dans ce documentaire? L'idée que cette séquence récemment découverte aurait été filmée en 1966, soit l'année précédant le véritable film Patterson-Gimlin. Eh bien, comme je l'ai dit plus tôt, si c'est vrai, alors c'est effectivement extrêmement compromettant pour le film Patterson. Il n'y a pas moyen de contourner ça. Ce serait assurément un canular si c'était le cas, mais il n'y a aucune preuve que ce soit le cas. Et voici pourquoi. Le récit présenté dans ce documentaire, c'est celui du tampon Kodak sur la bobine. Sur la bobine des images nouvellement découvertes, il est marqué 1966. Et donc, il considère que c'est la preuve que ces images ont été tournées en 1966. Mais Bill Munns, encore une fois, un vétéran de l'industrie du cinéma, a expliqué que ce n'est pas forcément le cas du tout. La seule chose que prouve ce tampon de date mentionné si clairement dans le documentaire, le tampon de 1966, c'est que la pellicule elle-même a été fabriquée en 1966. Mais Bill explique qu'une pellicule de ce genre peut rester des années sur une étagère, quelque part dans un entrepôt, avant d'être utilisée. L'année où la pellicule a été fabriquée n'a absolument rien à voir avec le moment où elle a été mise dans un appareil photo et utilisée. Imaginez que vous achetez une boîte d'œufs à l'épicerie, et disons que vous ramenez la boîte chez vous et que vous regardez la date de péremption sur ces œufs. Et puis, une semaine plus tard, après que les œufs ont été dans votre réfrigérateur pendant 7 jours, vous en cassez 2 dans une poêle. Eh bien, la date inscrite sur la boîte n'a rien à voir avec le jour où vous avez cassé ces œufs, les avez fait frire
et les avait mangés. Ce sont deux choses complètement différentes et c'est absolument absurde de les assimiler. Ce point étant crucial, j'ai donc interrogé Bill en profondeur, sous divers angles et à plusieurs reprises. J'ai demandé, existe-t-il une documentation ou un moyen de prouver quand ces images nouvellement découvertes ont réellement été tournées? Parce qu'il se peut qu'elles aient été tournées en 1966, malgré le fait que la date tamponnée sur la bobine de film ne le prouve pas du tout. Et la réponse de Bill a été non. Il n'y a aucune documentation, aucune historique de possession traçable et vérifiable pour ce film. Ils n'ont vraiment rien. Il a dit que les producteurs du documentaire ont vaguement laissé entendre qu'ils avaient un expert qui pensait que le film avait été tourné en 1966, mais aucune raison solide n'a été donnée. Et s'il y avait bien quelqu'un capable de comprendre ce genre de raisonnement solide ou de le détecter s'il existait, ce serait Bill Munns. Mais selon ses propres mots, il dit, je cite, « Sans documentation, l'affirmation selon laquelle il a été tourné en 1966 n'est que du vent, sans valeur. » Et c'est sur cette affirmation que repose tout le documentaire. La chronologie de ces deux séquences vidéo. L'une, selon eux, a été filmée en 66 et l'autre en 67. S'ils ont raison, cette séquence récemment découverte serait une répétition générale, prouvant que le film de Patterson est une supercherie. Mais nous n'avons aucune preuve que c'est à ce moment-là que cela a été filmé. Aucune, absolument aucune. Et encore une fois, nous avons le fait que Bill Munns, un expert formé à Hollywood en costumes et effets spéciaux, affirme que le costume qu'il a vu dans ces images nouvellement découvertes n'était pas du tout aussi réaliste que Patty. C'était simplement un costume de qualité moyenne. Aucun mécanisme, aucun mouvement musculaire. Donc encore une fois, ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que personne, nulle part, n'a produit de registre de tournage, de reçu de laboratoire ou de documentation vérifiable prouvant exactement quand le film a été tourné. Tout ce que nous avons, c'est l'année de fabrication. Et cela ne suffit pas en soi. Toute cette théorie repose essentiellement sur cette hypothèse non prouvée. Maintenant, comme je l'ai dit auparavant, si le documentaire sort et qu'ils ont réellement une preuve documentée de la date à laquelle il a été filmé, pas seulement de sa fabrication, une preuve qui soit plus que l'opinion de quelqu'un, eh bien, cela changerait la donne. Mais d'après tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, des gens de l'intérieur qui m'ont parlé de ce documentaire et de ses affirmations, je ne crois pas qu'ils aient cela, mais cela soulève une question. Qu'est-ce que c'est que ces images nouvellement découvertes qui montrent quelqu'un dans un costume de Bigfoot imitant exactement la démarche de Patty? Il s'avère aussi que Bill Munns a une excellente réponse à cela. Et encore une fois, gardez à l'esprit qu'il a étudié le film Patterson-Gimlin et les circonstances qui l'entourent plus que quiconque sur la planète. Il dit que l'explication la plus probable est que cette séquence nouvellement découverte est une reproduction, une tentative d'imitation filmée après le film Patterson-Gimlin. Les preuves ont amené Bill à conclure cela. Al de Datley, le financeur de Roger Patterson, voulait en gros savoir si le film de Patty pouvait être truqué, parce qu'il ne croyait pas Roger. Quand Roger est sorti de Bluff Creek avec cette séquence nouvellement filmée en 67, donc Ditley, un homme riche avec beaucoup de ressources, a commandé la fabrication d'un costume et il a reconstitué cette scène en étudiant le film de Patty. Roger Patterson et Bob Gimlin apparaissent dans cette nouvelle séquence, d'après ceux ayant vu le documentaire. Et ce type, Ditley, il a fait marcher quelqu'un devant la caméra. Très semblable à Patty, imitant chacun de ses pas, imitant aussi fidèlement que possible sa démarche, mais dans un costume qui ne ressemble pas vraiment à Patty, selon l'œil exercé de Bill Munns. The Daily voulait essentiellement voir si ce que Roger avait filmé pouvait être truqué efficacement. Et d'après tous les indices, sa conclusion a dû être que ce n'était pas possible. Parce que selon Bill, ces nouvelles images semblent évidemment fausses comparées au film de Patty. Sa seule véritable similarité, encore une fois, est le schéma de mouvement, que l'on pourrait imiter de très près en l'étudiant attentivement, ce que Bill suppose avoir été fait. Donc en gros, c'est une explication parfaite de pourquoi nous avons ces nouvelles images, des images qui ressemblent de près au film de Patty dans la démarche et semblent être une imitation assez fidèle de l'apparence de la créature. Bien que, encore une fois, selon Bill, il y ait d'importantes lacunes anatomiques. Mais qu'en est-il de la prochaine affirmation plutôt alarmante faite aux croyants du Bigfoot dans ce documentaire? Je suis sûr que vous l'avez vu circuler. L'affirmation selon laquelle Patricia Patterson, la veuve de Roger Patterson, et Clint Patterson,
ainsi que Bob Gimlin, de toutes les personnes, le partenaire de Roger Patterson ce jour-là. Qu'ils avouent tous devant la caméra que le film de Patty était un canular. Eh bien, examinons ces confessions maintenant. Et honnêtement, nous n'avons pas besoin d'y passer beaucoup de temps, parce qu'il est assez facile de voir que cette partie-là ne tient pas debout logiquement, malgré les premières impressions. Tout d'abord, Patricia Patterson. Elle n'était pas là. Elle n'était pas présente à Bluff Creek. Elle n'aurait eu aucun moyen personnel et direct de savoir si c'était un Sasquatch ou un costume ce jour-là. J'ai aussi entendu de plusieurs sources qu'il y a de fortes raisons de croire qu'il y a un intérêt financier de sa part. Je ne connais pas sa situation financière, mais je sais qu'il y avait des revenus de licence. Je ne veux pas lui prêter des propos qu'elle n'a pas tenus. Je ne sais pas exactement ce qu'elle dit devant la caméra, mais je ne pense pas qu'on puisse vraiment s'y fier, étant donné, encore une fois, qu'elle n'était pas présente et qu'elle a un intérêt financier important à coopérer avec l'équipe de ce nouveau film. Puis, il y a Clint Patterson, fils de Roger. Eh bien, d'après tout ce qu'on sait, il était en froid avec son père. Leur relation était très tendue. J'ai de bonnes sources parmi des personnes qui connaissaient la famille. Ils n'étaient pas en bons termes. Clint était très jeune quand son père a filmé les images, et il l'était encore lors du décès de Roger Patterson 5 ans après. Donc encore une fois, il n'aurait pas forcément de connaissances directes à ce sujet. En fait, c'est certain qu'il n'en avait pas. En résumé, ce n'est pas un témoin. Et il détestait son père. Et encore une fois, il y a probablement aussi un motif financier. Ce documentaire consacre beaucoup de temps à raconter que Patricia Patterson ne voulait pas que Clint, son fils, se manifeste parce qu'elle ne voulait pas perdre les revenus du film réalisé sur le dos de ceux qui croyaient qu'il était authentique. Et c'est en grande partie la pression que le documentaire essaie d'exercer. Il décrit Patricia disant des choses blessantes à Clint après qu'il ait dit qu'il dirait la vérité, et apparemment le reniant, avec toutes sortes de drames familiaux chargés d'émotions dans ce genre. Cela présente la haine de Clint envers son défunt père comme étant causée par cette prétendue supercherie que Clint aurait soi-disant connue depuis le début. Et encore une fois, cela a mené au conflit entre lui et sa mère. Tout cela n'est qu'interprétation. Encore une fois, ni Patricia ni Clint Patterson n'ont été témoins de l'événement original, donc nous n'avons que les affirmations sur lesquelles ils se basent. Et aucune de celles-ci, à mon avis, ne tient face à l'anatomie manifestement authentique du sujet du film original. Mais qu'en est-il de la prétendue confession de Bob Gimlin? Ça, c'est plus troublant. Du moins, c'est ce que j'ai pensé au début. Vous voyez, il y a quelque temps, un ami à moi qui travaille dans le milieu des films sur les mystères, je ne vais pas donner son nom, m'a envoyé un email pour m'alerter sur ce nouveau documentaire, Capturing Bigfoot. Il voulait m'en informer à l'avance. Il tentait d'obtenir une avant-première pour moi, mais cela n'a pas encore abouti. Je pourrais tout de même le voir avant sa sortie, et nous resterons ouverts à revoir nos conclusions à ce moment-là. Mais ce type, il m'a envoyé un email, et il a commencé par m'expliquer cela. Ce nouveau documentaire qu'il avait vu, parce qu'il se trouve qu'il est un ami proche et personnel du réalisateur, il a dit que sa démystification du film Patterson-Gimlin est absolument concluante. On ne peut pas le nier. C'est comme ça qu'il a commencé son message pour moi. Donc, nous avons eu un petit échange parce que j'avais déjà entendu parler du film et j'ai expliqué que j'étais tout à fait disposé à l'examiner. Et, si c'était effectivement aussi accablant qu'il le disait, je serais tout à fait prêt à le dire devant la caméra. C'est alors qu'il m'a évoqué la confession de Bob Gimlin. Mais dans ma réponse, j'ai soulevé le point que Bob Gimlin, qui a aujourd'hui environ 95 ans, souffre malheureusement d'une démence assez avancée. Je tiens cette information de personnes fiables qui le connaissent bien et l'ont vu récemment. Des personnes m'ont dit qu'après avoir passé du temps avec lui, ils ne savent plus vraiment dans quelle mesure Bob est encore lui-même. Quand j'ai soulevé ce point, mon ami, qui a vu le documentaire et voulait m'en avertir, a admis que Bob semblait très âgé et quelque peu confus à l'écran. J'ai aussi entendu que Bob Gimlin a été piégé par l'équipe de ce documentaire et que ses propos ont été déformés. Et si l'on ajoute à cela la certitude qu'il souffre malheureusement de démence, on ne peut en réalité accorder aucun crédit à cette soi-disant confession. Quand mon grand-père a eu la démence avant de décéder, vers la fin, c'était devenu assez grave pour qu'il dise des choses sur des personnes présentes dans la pièce qui étaient clairement fausses. Il demandait aux gens présents où ils étaient, par exemple, où est un tel, mais il posait la question à la personne concernée. Il perdait ainsi sa capacité de reconnaissance. Il affirmait que certaines personnes étaient décédées alors que ce n'était pas le cas.
Parfois même, elles étaient dans la pièce avec lui. Et j'utilise cette illustration personnelle pour montrer que la démence cause des ravages dans l'esprit. Donc malheureusement, même si Bob Gimlin disait oui, c'était absolument un canular, à ce stade de sa vie, on ne peut tout simplement pas accorder de crédit à cela. Et c'est pourquoi mon ami, qui était au départ très enthousiaste et soutenait ce nouveau documentaire et ses conclusions, est finalement revenu sur son point concernant l'aveu de Bob Gimlin après que je lui ai fait remarquer cela. Fait intéressant, j'ai aussi évoqué d'autres points avec mon ami. J'ai dit honnêtement que cela ne me dérangeait pas qu'on prouve que le film Patterson-Gimlin était un canular. Mais je me suis tout de même demandé comment Roger Patterson avait pu surmonter toutes les limites anatomiques des techniques de fabrication de costumes de son époque. Pour créer des mouvements visibles de muscles et de graisse chez Patty, ces foulées de près de 4 pieds, qu'il serait difficile même pour un humain de grande taille de réaliser, et d'autres points de ce genre. Mon ami m'a répondu « Je suis d'accord avec tous tes arguments. » Et encore une fois, c'est un gars qui a vu le film. Et même moi, sans l'avoir vu, en soulevant simplement quelques points élémentaires, j'avais l'impression de commencer à le faire changer d'avis. Il est passé de dire que le documentaire est une preuve absolument irréfutable que le film de Patty est un canular, à dire que, peut-être, la certitude absolue va un peu trop loin, mais qu'on n'est pas loin de le réfuter. Un seul échange d'emails, et il était déjà en train d'adoucir son point de vue. Et ce n'est rien contre mon ami. C'est un gars intelligent dont je sais qu'il a l'esprit critique quand il s'agit d'évaluer des preuves comme celle-ci. Mais je pense que notre échange d'emails l'a aidé à réaliser que les preuves dans ce documentaire n'étaient pas aussi solides qu'elles lui avaient semblé au départ. Il est temps de passer à l'affirmation suivante dans ce documentaire. L'affirmation selon laquelle des experts comme le docteur Jeff Meldrum semblent visiblement bouleversés en voyant ces nouvelles images. Apparemment, le docteur Meldrum dit dans le documentaire, face caméra, que ces images nouvellement découvertes ressemblent, je cite, à une répétition générale pour le film Patterson. Il y a quelques éléments à prendre en compte ici. Tout d'abord, il s'agit d'une déclaration d'opinion, pas d'une déclaration de fait. Il a vu ces images nouvellement découvertes, probablement dans le contexte où les producteurs du documentaire lui ont dit qu'elles avaient été tournées en 66 et non en 67, lorsque le véritable film Patterson a été tourné. Donc, avec cela en tête, il regarde ces images, probablement rapidement, sans les examiner minutieusement sur un grand écran, et il conclut naturellement que cela ressemble à une répétition générale pour le film de Patty. Et il a probablement trouvé cela assez troublant, compte tenu de tout le travail et de la recherche qu'il a consacré au film, et plus précisément au moulage d'empreintes sur le site du film par Patterson et Gimlin, par Bob, Titmus et d'autres. Mais au final, même quelqu'un d'aussi intelligent que Jeff Meldrum fondait ce commentaire sur une affirmation de chronologie non prouvée. Une affirmation sur la chronologie que nous n'avons aucune raison de croire et de nombreuses raisons de douter en examinant les détails. Ensuite, nous avons les affirmations recyclées de Greg Long. Greg Long a écrit un livre il y a déjà pas mal d'années, The Making of Bigfoot. Et en gros, le documentaire aborde beaucoup de ces mêmes points qu'il a soulevés dans ce livre. Il y a certaines bandes audio, beaucoup d'attaques personnelles et quelques allégations générales de canulars non fondées dans le livre. Et d'après ce que j'ai compris, d'après les personnes à qui j'ai parlé en détail et qui ont vu ce nouveau documentaire, Capturing Bigfoot, ce genre d'affirmations sont répétées et utilisées dans ce film. Mais le point, c'est ceci. Aucune de ces affirmations n'est nouvelle. Et la plupart d'entre elles sont basées sur des opinions, sur des émotions. C'est comme un avocat qui utilise la passion et certains petits détails interprétés sous un certain angle pour essayer d'influencer un jury. La science ne fonctionne pas ainsi. Si vous voulez les faits réels, vous devez éliminer tout ce qui relève de l'opinion, tout ce qui est une attaque personnelle, car rien de tout cela n'est au cœur de ce dont nous parlons réellement ici. Finalement, aucune combinaison n'est disponible à examiner. Et d'après ce que m'ont dit les personnes qui ont vu ces images, y compris des observateurs hautement qualifiés en fabrication de costumes, comme Bill Munns, un costumier chevronné à Hollywood, il n'existe toujours aucune reconstitution qui corresponde à l'anatomie de Patty, qui montre ce muscle du mollet qui se contracte visiblement, ses tendons à l'arrière de sa cuisse, ce frémissement de son muscle quadriceps externe lorsqu'elle fait un pas. Rien de tout cela n'existe, et aucune démonstration n'explique comment cela aurait été fait en 67 si c'était un canular.
Ensuite, nous avons quelques affirmations moins percutantes provenant de certaines critiques vidéo récentes de la part des rares personnes qui ont vu le documentaire au moment de cette vidéo. Il est affirmé que 2 costumes auraient été créés pour ce canular. Le premier utilisé lors de la répétition en 66 et le second de meilleure qualité pour le film de Patty. Mais encore une fois, où sont les preuves de cela? Et comment Roger Patterson a-t-il soudainement eu accès à cette technologie de fabrication de costumes infiniment plus avancée pour le véritable film? Comment a-t-il simulé le mouvement des muscles? Ce sont les mêmes vieux arguments qui ont toujours été les plus forts en faveur de l'authenticité du film. Et il n'y a toujours pas de réponse satisfaisante donnée d'après tout ce que j'ai entendu dans ce nouveau documentaire. Des gens ont aussi affirmé, par exemple, que des experts ont analysé le costume dans ces images nouvellement découvertes, et ils disent qu'ils présentent les mêmes marques, les mêmes caractéristiques que le sujet du film Patterson-Gimlin. Mais qui exactement a fait cette analyse? Et quelles étaient leurs méthodes? Quelles étaient les mesures qui leur indiquaient que ces 2 costumes avaient potentiellement été fabriqués par la même personne? En gros, si on résume avec les informations disponibles actuellement, cela ressemble vraiment à une affirmation non fondée de plus. Il y a aussi des affirmations liées à ce documentaire, comme quoi le mouvement musculaire peut être simulé en secouant la caméra. Mais qu'en est-il de toutes les versions stabilisées du film de Patterson-Gimlin qui existent, où le mouvement musculaire reste clairement visible? Et ce n'est pas seulement mon avis. Cette affirmation particulière vient de Bill Munns, qui a de nouveau visionné ces images récemment découvertes. Et comme je l'ai dit plus tôt, son avis était qu'il n'y avait ni muscle ni mécanisme. Et c'est une citation exacte. Alors, pour aller droit au but, parlons de la tendance générale. L'avalanche d'affirmations catégoriques sur ce documentaire, censé prouver définitivement que le film Patterson-Gimlin est un faux. La plupart viennent de personnes qui se fichent de Bigfoot. Des médias qui veulent simplement profiter de ça. En fait, tout le projet ressemble plutôt à une tentative de gagner de l'argent en énervant les passionnés de Bigfoot très investis émotionnellement. C'est pourquoi, en passant, en tant que chercheur sérieux, une excellente défense contre ce genre de choses est de ne pas se laisser guider par l'émotion et de simplement suivre les preuves où qu'elles mènent, comme je l'ai déjà dit. Au lieu de cela, ici, beaucoup de gens affirment avec assurance « Voilà, c'est un canular. Et maintenant, que faire dans le monde du Bigfoot ?» Mais la plupart ne l'ont même pas vu, pour commencer. Et même s'ils l'avaient vu, ils n'ont pas les compétences d'analyse nécessaires pour prendre cette décision, pour écarter toutes les autres possibilités. Ils disent simplement des choses comme s'ils l'avaient analysé, et que c'est ce que le film veut dire. Et en ce qui concerne la chronologie des images nouvellement découvertes, ils prennent simplement la parole des producteurs du documentaire pour argent comptant, en croyant que cela a été filmé au moment où ils disent que ça l'a été. Mais encore une fois, selon Bill Munns, qui était dans le documentaire, qui a été interviewé pendant des heures à propos du documentaire, qui m'a prévenu des mois à l'avance à propos du documentaire et qui a vu les images, eh bien, il dit que la chronologie de 1966 n'est pas prouvée, que c'est en gros du vent. Donc, avec toutes ces affirmations, ce qui semble se passer en ce moment, c'est que la confiance ne cesse d'augmenter, mais la qualité des preuves, elle, ne suit pas. Passons maintenant à mes derniers points. Bill Munn affirme que l'argument le plus solide en faveur de l'authenticité de Patty dans le film original reste la tête, sa taille et sa forme. Et j'ai expliqué son travail et ses conclusions dans ce domaine dans d'autres vidéos. La version courte, c'est que la tête de Patty est trop petite et son front trop incliné vers l'arrière pour qu'un être humain puisse se trouver à l'intérieur en portant un masque. La tête de ce masque, si c'en était un, devrait être plus longue d'avant en arrière, pour laisser de la place à un front humain, qui est beaucoup plus vertical que l'inclinaison plus simiesque ou gorillesque de Patty. Bill m'a aussi rappelé que les meilleurs spécialistes des effets spéciaux d'Hollywood n'ont jamais réussi à recréer de façon convaincante le sujet du film Patterson-Gimlin sous forme de costume. Loin de là, et ce n'est certainement pas faute d'avoir essayé. Mais chaque tentative paraît risible, ce qui nous ramène au costume dans cette séquence récemment découverte qui, apparemment, est si accablante. Selon Bill Munns, encore une fois, c'était un costume de qualité moyenne, rien de spécial à son sujet. Et connaissant Bill comme je le connais, si le costume avait vraiment la cohérence anatomique frappante avec Patty que beaucoup de personnes qui croient au Bigfoot craignaient qu'il est, eh bien, il aurait été le premier à l'admettre. Donc, en résumé,
Est-ce que ce documentaire est intéressant et intrigant? Absolument. Est-ce qu'il vaut la peine d'être examiné à la loupe? 100% oui, et je vais certainement le faire dès que j'aurai l'occasion de le regarder. Mais avec tout ce que nous savons jusqu'à présent, est-ce que c'est concluant dans sa condamnation du film de Patty? Certainement pas. D'après tout ce que j'ai vu et entendu de mes sources internes qui ont participé à ce documentaire, cela se résume essentiellement à un récit solide, construit sur une hypothèse fragile. Eh bien, voilà les gars, mon analyse complète, point par point, sur les raisons pour lesquelles les affirmations faites dans ce nouveau documentaire, Capturing Bigfoot, ne sont pas le coup de grâce pour le film Patterson-Gimlin, contrairement à ce que de nombreux sceptiques du Bigfoot affirment avec enthousiasme. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je préciserai aussi que lorsque je verrai le documentaire moi-même, et j'ai bien l'intention de le regarder dès qu'il sera diffusé publiquement, il se peut qu'il y ait quelque chose là-dedans que mes sources internes ne m'ont pas signalé et qui pourrait me faire changer d'avis. En tant que chercheurs, nous devons laisser la vérité nous guider où elle nous mène. Et il se peut que l'image que j'ai actuellement, reconstituée à partir des témoignages de personnes qui ont vu le film alors que je ne l'ai pas vu moi-même, soit incomplète. Et vous savez quoi? Je serai tout à fait d'accord avec ça. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, je serai le premier à admettre que je me suis trompé dans toutes les vidéos où j'affirme que le film Patterson-Gimlin doit être authentique, si les preuves l'indiquent suffisamment clairement. Vous voyez, contrairement à d'autres passionnés du Bigfoot, pour moi, il n'y a aucune émotion là-dedans. Je veux juste arriver à la vérité. C'est ça, ma passion. C'est ce qui me motive dans ce domaine. Je sais que les Sasquatch existent. J'en ai vu 2. Donc, si une preuve venait à être démystifiée, si jamais elle l'est de façon plus approfondie que ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, eh bien, ça ne changera pas ma position dans ce domaine. Et si vous êtes vraiment dévoué à la vérité dans la recherche sur les Sasquatch, cela ne devrait pas non plus changer votre position. Comme je l'ai dit, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais beaucoup connaître votre point de vue à ce sujet. Et si vous avez apprécié cette vidéo, merci de lui mettre un j'aime, de la partager avec votre famille et vos amis, et de vous abonner à Cabin in the Woods. Ces actions aident vraiment à faire vivre la chaîne et me permettent de continuer à faire ces recherches et à vous présenter ces projets. Si vous souhaitez me soutenir davantage, pensez à vous inscrire sur mon Patreon. Pour quelques euros par mois, vous aurez la possibilité d'échanger directement avec moi et d'accéder à du contenu publié uniquement sur la page Patreon de Cabin in the Woods, que je ne publie nulle part ailleurs. Merci beaucoup d'avoir regardé et pour votre soutien, et je vous retrouve tous dans la prochaine vidéo.